France Maghreb 2. Ils sont deux aujourd'hui pour nous accompagner, pour discuter, échanger, dialoguer avec vous au 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Monsieur Sinras, coach, création d'entreprise. Salut Ossine. Salut Christophe, salut tout le monde. Comment ça se passe? Ça va très bien, merci. Ça va mieux l'estomac? Ouais, ça va mieux. Bon. Merci. Badr Belamine, salut mon pote. Christophe, ça va? Comment tu vas? Ouais, pourquoi il marche pas ton micro? Ah oui, je d'accord. sais pas, Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas appuyé sur le bouton. Bon, écoutez, il semblerait que le quartier de Notre-Dame de Paris soit bouclé. Et il se serait passé donc un individu qui aurait tenté d'agresser à coups de marteau un policier. Le policier serait blessé, l'assaillant serait neutralisé. Le quartier est bouclé. Donc déconseillé aux Parisiens de se rendre dans le quartier de Notre-Dame de Paris. Tout est bouclé, fermé, etc. Donc plus d'informations évidemment au fur et à mesure de cette émission. Voilà, encore une fois, c'est pour ça d'ailleurs que dans le métro apparemment il y a des... Tu me disais Badr? Ouais, j'ai croisé un dispositif qui a été mis en place là rapidement par la RATP. Bon. Donc pour réguler sans doute les mouvements de foule. Ouais. Donc à suivre. Ça commence à devenir très ennuyeux quand même tout ça. Hein. Et récurrent, pénible. malheureusement, Ouais, pénible. Alors, messieurs, 18h, notre invité politique dans le cadre des législatives, nous irons dans le Gard, dans la première circonscription pour y interroger Hassan Boukhalifa, qui est également avocat au barreau de Paris, de Marseille et de Nîmes, mais donc candidat pour la majorité présidentielle, donc dans le Gard. Première circonscription, notre invité tout à l'heure. Le j'aime ou j'aime pas, bien sûr. Le coup de cœur de Monsieur Ossine, c'est quoi? Alors mon coup de cœur, on va parler de Mensa Moussa. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un roi de l'Empire malien, Ouais. sous l'ère islamique. Et on va en parler plus longuement tout à l'heure, mais c'est passionnant de son histoire. Très bien. Badr, c'est quoi ton coup de cœur? Bah, mon coup de cœur, c'est mon fils. Tu n'as pas été chercher loin. Ouais. Très bien. Le zapping, bien sûr. Et puis les avis tranchés. Alors de quoi va-t-on parler avec toi, Badr, puisque tu as le micro? On va parler de l'écoute. De l'écoute. L'écoute, c'est-à-dire il y a un problème récurrent, c'est qu'on n'arrive plus du tout à écouter les autres. En fait, on formalise l'écoute et on n'écoute pas vraiment les autres. Ossine, tu vas nous parler de quoi dans ton avis tranché? Alors au début, je voulais parler de la situation au Venezuela, et puis d'un coup, je me suis dit, bah non, il y a un truc important que je voulais faire passer comme message personnel. Mais en fait, je vais parler, on va se poser la question, est-ce que réellement on a besoin des politiciens ou d'un leader pour faire les choses, pour être actif dans les quartiers et ailleurs? Et on en parlera tout à l'heure. Très bien. Eh bien voilà, vos appels au 01 40 33 9000, je vous livre la question du jour dans un instant. Vos mails lgf@francemaghreb2.fr. On est bien installé tranquille jusque 19h avec une nouvelle chanson de Hakim qui est de passage d'ailleurs en France. Hakim, il s'appelle sur France Maghreb 2, une chanson sur le Ramadan magnifique. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 avec Ossine Ras, avec Badr Belamine. On rappelle donc cette agression qualifiée d'ailleurs par les autorités d'agression terroriste. C'est bien tombé qui est survenue donc il y a quelques minutes maintenant du côté du parvis de Notre-Dame de Paris, où se trouve d'ailleurs à l'intérieur confiné 900 personnes qui ne peuvent évidemment pas sortir. Un individu donc qui a tenté d'agresser un policier à coups de marteau. Le policier est blessé et l'individu a été neutralisé, l'assaillant neutralisé visiblement d'après ce qu'on a comme information, et le quartier bouclé. Dites donc, on en fait pas trop quand même pour une agression, non? Ouais. Vu qu'on est en état d'urgence, on a peut-être tendance à un peu trop se précipiter en matière de sécurité. Mais en même temps, on dit qu'on est en état d'urgence. Il se passe beaucoup de choses en Angleterre en ce moment. Bizarrement, dans les magasins, on nous fouille plus. Moi, je vois pas trop de police dans les stations de métro, etc. Au contraire, je vois moins de policiers qu'avant. Et voilà. À En part France les ou en militaires. Angleterre? En France. En France, En tout cas, là, t'as pas remarqué là, dans les franchement, magasins, c'est pas on te fouille plus quasiment. Ouais, les gens ils se sont lassés peut-être. C'est pénible, on sait à chaque fois de se faire. Moi, je pense que ça coûte cher et qu'ils Ouais, ont ça décidé coûte. de faire des économies. Ah bien sûr, c'est un vrai coup. Même en termes policiers, dans les rues, on en voit moins. Et même en termes de sécurité, si tu veux faire quelque chose, je pense pas qu'un vigile il puisse Franchement. t'empêcher de faire quelque chose. Parce qu'il dit, ouais, je fouille ton sac, mais s'il y a quelque chose de dangereux dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Il va se Mais sauver. Mais c'est vrai que, par exemple, moi je suis rentré plusieurs fois dans les magasins sans qu'on m'ait fouillé. On fouille ma femme, mais moi on me fouille pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, exactement. Alors, On fouille les sacs à main, mais le reste, ouais, c'est bizarre. Ouais. c'est Comme très ça, on bizarre. pouvait pas cacher quelque chose d'autre. Tu en dessous d'une peux veste, tout cacher sous une veste. Ouais, en fait, c'est pas vraiment de la sécurité, c'est de la prévention en fait. C'est Non, pour c'est montrer pas, que. pas de la prévention, c'est pour rassurer les gens. Ouais, mais c'est voilà, de manière, voilà. Ah, t'inquiète, s'il y a un terroriste, on va le débusquer. Mais il y a rien de concret. La question du jour, la voici, messieurs, dames. Eh oui, en rapport avec les affaires du Golfe. Approuvez-vous la politique de l'Arabie Saoudite qui dilapide ses richesses naturelles et l'argent des générations futures en offrant son argent aux États
Unis, puis fait la guerre au Yémen et rompt ses relations avec le Qatar. Vous répondez à cette question, bien sûr, sur la page Facebook France Maghreb 2. On vous lira, bien sûr, concernant cette affaire du Golfe aussi, Badr. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ce qui se passe là, cette brouille entre l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Égypte, etc. et le Qatar, donc qui se retrouvent un petit peu isolés, puisque on parle de rupture des relations. Ça fait un moment que l'Arabie Saoudite elle est opposée au Yémen, non? Ça fait un petit moment quand même. Mais au Qatar, là, c'est au Qatar. Pas le Yémen, pardon, le Qatar, okay. Par rapport au Qatar. J'ai pas suivi, Christophe. En fait, la situation, c'est que le Qatar, il a été accusé de plus qu'avant, parce que c'est pas la première fois qu'ils sont accusés de ça. Ils sont accusés de financer d'une certaine manière le terrorisme via Al-Qaïda. C'est marrant, hein, parce que de la part de quelques pays d'Arabie Saoudite d'accuser les autres de financement de terroristes, c'est assez marrant. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on sait tous ceux qui sont un peu politisés géopolitiquement, ils savent que là-bas c'est un réel échiquier politique et que chacun finance l'un ou l'autre et que chaque pays qui s'est divisé après l'Empire ottoman aujourd'hui cherche à récupérer ou à mettre en place une certaine stratégie et aidé par les Américains, les Israéliens, les Européens, les Occidentaux en général. Donc d'un coup, il y en a qui vont financer Al-Nosra, il y en a qui vont financer Al-Qaïda, demain ils vont plus financer, ils vont financer l'autre. Mais c'est juste à des fins personnelles. Et je pense que ceux qui critiquent le Qatar, moi je suis tout à fait pour. Hein. Vraiment, faut arrêter d'aider tous ces pays-là alors qu'ils jouent avec notre religion et qui s'amusent à armer des gens qui n'ont pas réellement de conscience pour arriver à leurs fins personnelles. Mais c'est comme leur demander de jeter la première pierre. L'Arabie Saoudite, le Yémen, etc. Je pense pas qu'ils soient blanc-bleu non plus dans ces affaires-là. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, effectivement. En tout cas, l'Arabie Saoudite n'est vraiment pas celle qui. Alors c'est bizarre parce que cette affaire intervient quand même quelques jours après le voyage de Donald Trump. Exactement. Hein. Et là, on se rend compte d'un autre truc aussi, c'est que hormis le voyage dans les pays arabes de Donald Trump, il y a aussi le voyage en dehors du Vatican aussi, mais il y a eu en Israël. En Israël, c'est marrant parce qu'il a fait des gros contrats en Arabie Saoudite. Donc en vérité, il a rallongé le budget militaire pour Israël. Exact. 75 millions de dollars supplémentaires. Par contre, il a eu des centaines de milliards de dollars de contrats dans les pays arabes. Voilà, en Arabie Saoudite notamment. Donc voilà, d'un côté il prend de l'argent, de l'autre il en donne. Et bizarrement, il a fait un petit tour de VRP. En fait, il s'est pas présenté en tant que président, on dirait, mais en tant que commercial de plusieurs multinationales, en allant faire un tour là-bas. On se rend compte que les liens avec le Qatar, ce qui est vrai, et ce que de sources sûres, c'est que les liens entre le Qatar et l'Iran se développent de plus en plus. Et on arrive à un stade où l'Iran est vraiment esselé dans son coin sur cette plaque-là. Et en ayant un allié comme le Qatar pour Israël, c'est le moment de le faire tomber. Donc moi, c'est aussi ma vision des choses. En fait, c'est Israël qui décide un petit peu du beau temps, du bon et mauvais temps dans la région, quoi. En collaboration avec les Américains. En collaboration avec les Américains et les Saoudiens. Et les Saoudiens, effectivement, qui sont rentrés dans le rang. Alors, on va voir justement ce que va faire le Qatar. Est-ce qu'il va jouer la carte de l'apaisement avec le dialogue, etc., ou est-ce qu'il va durcir le ton? Ça, ce sont peut-être des enseignements qu'il va falloir surveiller très près. Sachez que Al Jazeera, Riyad a décidé de fermer le bureau d'Al Jazeera en Arabie Saoudite. Al Jazeera étant une télé qatarienne. Voilà, donc il y a vraiment plus. Mais justement, par rapport à Al Jazeera, c'est un des plus gros outils de ce pays-là, du Qatar. Faut savoir que c'est un très jeune pays qui a eu son indépendance dans les années 70 et qui a eu du pétrodollar. Donc c'est une pétromonarchie avec surtout grâce au gaz qui s'est développé. C'est une des premières puissances mondiales en vente de gaz. Et Al Jazeera, c'est un des outils, un des plus gros outils médiatiques et politiques pour propagande, on peut le dire. Et quand on accuse le Qatar de jouer le jeu du terrorisme, c'est pas seulement à travers Al-Qaïda et le financement des associations, mais aussi à travers son média Al Jazeera qui pendant les printemps arabe a joué un grand rôle dans la vie des populations, dans l'opinion publique, etc. Faut pas l'oublier. On accueille aussi un rôle de propagande, oui, bien sûr. Exactement. Ouais, parce que on se souvient lorsqu'ils montraient des images de la Libye, en fait, c'était pas du tout en Libye que ça se passait. Exactement. Al Jazeera, pour un média professionnel. Alors c'est vrai qu'au départ, elle avait vraiment une audience de malades, avec des millions de spectateurs dans le monde, et puis au fur et à mesure du temps, l'audience a un petit peu baissé. D'ailleurs, ils ont perdu leurs journalistes, leurs journalistes saoudiens, yéménites, etc. Ils sont tous partis. Samir est avec nous. Salut Samir. Oui, salut à tous. 01 40 33 9000, qu'est-ce qui se passe, Samir? Je vous écoute attentivement, c'est hyper intéressant, vous avez dit beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'écoute en fait les médias à ce sujet-là, au sujet du bannissement du Qatar.
Ce qui me fait rire, c'est qu'on fait intervenir des chroniqueurs comme des experts comme Mohamed Sifawi, et Elisabeth Lévy. Je croyais que t'allais parler de moi. On a toute la crème pour nous éclairer en fait sur ce qui se passe là-bas. Mohamed Sifawi, j'aime aller en fait sur les sites d'investigation, les sites les plus sérieux, oui. et ça commence à sortir et c'est en train de venir. Oui. Certes, on nous parle de parce que ce qu'on aime en Occident, c'est nous dire ouais regardez c'est barbare hein, les chiites, les sunnites, et que finalement ces gens-là finalement se s'aiment pas. Il y a un rapprochement du Qatar avec l'Iran, certes peut-être, c'est certain, mais ce qu'il faut, et l'un de vos intervenants l'a dit, ça s'est passé juste quelques jours après la visite de Trump en Arabie Saoudite. Ouais. Alors il faut savoir qu'en fait ces derniers mois, le Qatar, qui a une autre politique et un peu plus indépendante peut-être, s'est rapproché de la Russie, de Rosneft en fait, qui est une société d'État russe qui est spécialisée dans l'extraction, toute sa transformation du pétrole. Et donc ils ont signé pour déjà des contrats d'armement à hauteur de je ne sais combien de milliards et de gaz. Tout ça pour vous dire que c'est très très mal vu par Washington. Il y a des articles dessus, hein, c'est vraiment sur Reuters tout ça. Il y a des articles là-dessus. Donc on nous parle d'un rapprochement en fait du Qatar avec l'Iran, mais je pense que de Washington, les principaux ennemis des Américains ou adversaires ou ennemis, c'est pas l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, le Qatar par exemple, il y a si vraiment les Américains voulaient lutter contre le terrorisme, ils auraient retiré leur grande base militaire qui est sur le sol qatari. Donc si les Qataris aident au terrorisme, indirectement les Américains aident aussi au terrorisme. Donc on le sait, les chroniqueurs l'ont dit, chacun a son intérêt, et de toute façon Fabius disait Al-Nosra fait du bon boulot, donc de nombreux pays occidentaux ont mis la main à la pâte et finalement mais pour vous dire que le rapprochement russe-qatari n'a pas plu à Washington, et que les Saoudiens essayent de rappeler à l'ordre le Qatari et le Qatar, je veux dire. Et il y a des contrats d'armement et de gaz qui se font depuis quelques mois déjà entre les deux pays, et ça déplaît aux Américains. On fera le point en tout cas. On fera le point de toute façon en détail sur ce qu'il y a concrètement, en tout cas en matière de rupture. Comment ça se passe, comment on écoutera aussi dans le zapping le ministre qatarien, Qatari, oui, on dit Qatari, hein, je crois Qatari dans un instant, bien sûr, mais pour l'heure, Kamel est avec nous au téléphone. Salut Kamel. Il est parti Kamel. Mais Samir, il a vraiment dit un point essentiel. Hein. Là, faut savoir qu'il y a quelques années, la Russie carrément faisait la guerre au Qatar. Hein. Ah, Kamel, il est là, je crois. Bonsoir Kamel. Je suis toujours là. Pardon, excuse-moi Kamel. 01 40 30 39 pile. Vous pouvez prendre la parole évidemment dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe Kamel? Tout simplement. Alors moi, je voudrais saluer l'intervention de Samir, c'est très bien. Ceci étant, moi, je ne veux pas commenter l'actualité. Je veux tout simplement qu'on réfléchisse un peu à la résonance que ça peut avoir sur la communauté ici. Et tu sais que je suis très attaché à nos implications les uns les autres, à travers la radio, à travers ceci et cela. Alors je les écoute quasiment toutes. Vas-y, c'est intéressant, moi ça m'intéresse parce que moi j'ai l'impression quand même que cette communauté est assez omnibilée par ces petits Émirats et notamment le Qatar, etc. Tout le monde rêve d'y aller parce que c'est bling bling, etc. Donc attention à un peu la répercussion que cela peut avoir. Je sais pas, moi, je peux me tromper, mais quand j'en vois plein de petits jeunes qui me disent moi je vais aller à Dubaï, l'autre qui va aller, moi je vais aller à Doha, je vais aller au Qatar. Enfin voilà quoi. Non mais justement, c'est bien ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien évidemment, la dictature de la norme qu'on nous impose voudrait qu'on ait ces éclairages ou cette envie, etc. On se trompe. Il faut se concentrer à ce que nous vivons ici. Et j'entendais dans les médias, et ce que je voudrais justement t'en donner ici la substance, c'est que finalement, de manière insidieuse, il y a une volonté à pointer aujourd'hui, et c'est très bizarre parce que vraiment mon ressenti, et je pèse mes mots, mon ressenti, c'est effectivement ce qu'il s'est passé à l'égard de la communauté juive dans les années 38, etc., dans ces années-là, où on pointait le juif, où on le discriminait, etc. C'est vraiment cette substance qui est en train de naître dans la société française, cette petite France que je déteste. Moi, je fais allusion et je me sens français au travers de cette France de la résistance, et je parle de la résistance de la première heure et non pas de la dernière. Et ça, c'est très important. Et c'est ce message que je veux faire passer ici à l'antenne auprès de l'ensemble de ceux qui nous écoutent, c'est ne pas se tromper. On est là à nous parler du Qatar, de l'Arabie Saoudite, etc. Mais dans nos vies journalières, tous les jours, ce que nous subissons, les regards, etc., les affaires, les burkinis, etc.,
c'est là où il faut que nous agissions. Ouais, pas Kamel, n'en fais pas non plus trop. Je veux dire, on n'est pas dans un pays où tout chaque musulman est menacé dans les rues. Faut pas non plus déconner. Attends, mais moi, ce que le je rôle veux, de la simplement... victimisation, ça commence aussi à me fatiguer, je vous le dis franchement. Non, c'est pas de la victimisation, mon cher Christophe, et tu le sais bien que je mesure mes propos. Mais quand tu fais une analyse très précise de ce que distillent les médias, un certain nombre de médias, de la manière dont sont gérées toutes ces affaires, pourquoi mais parce justement que Kamel, mais c'est de notre faute, Kamel. Il va falloir un jour ou l'autre qu'on pose quand même les vrais problèmes. Si on en est à se faire insulter en permanence, c'est parce que nous on est inactifs, c'est parce que nous on préfère aller au Talawih le soir, ou on préfère s'occuper de la construction de notre mosquée plutôt que de s'intéresser à l'intérêt commun. C'est tout, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis d'accord avec toi, et c'est bien de ça qu'il s'agit, et c'est bien précisément du fait que dans notre société il y a ce que j'appelle moi ceux qui viennent ici déverser un certain nombre d'imams. Écoute, je vais te dire, et je vais faire très vite. Ouais, j'ai rencontré un imam hier. Ouais. Hier, j'ai discuté avec un imam, ouais. un garçon, un monsieur, je veux dire un cheikh très sympa, avec qui j'ai eu des discussions. Et à un moment, je lui pose la question de la représentation des musulmans en France. Est-ce qu'une femme pourrait représenter les musulmans en France comme ça se fait au Danemark, etc., etc. Alors j'ai eu une discussion avec lui sur un banc dans le 20e arrondissement où on est resté une bonne demi-heure, et crois-moi que là il y a encore des verrouillages pathologiques dans ce domaine, et c'est là, toi et moi et ceux qui sont autour de toi à cette table, eh bien c'est là où nous devons et nous avons le devoir de faire avancer le débat. Nous n'avons pas à quémander quoi que ce soit, nous devons exiger au sein de notre communauté à ce que cette débat Merci existe. Kamel, j'ai la pub. Voilà. Salut mon pote, à bientôt. Dans un instant, le zapping, Hossein Raz, Padre Benhamine, ils sont là aussi avec les avis tranchés dans un instant sur France Maghreb 2. Un policier blessé à coup de couteau, de marteau pardon, sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Résultat, quartier bouclé, des gens retenus à l'intérieur de Notre-Dame de Paris qui ne peuvent pas sortir pour une simple agression d'un policier. Le grand forum, mesdames, messieurs, on est là avec Hossein Raz, c'est Padre Benhamine aujourd'hui. Christophe sur France Maghreb. Jusque 19h, bien sûr les gars, bienvenue à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? On fait connaissance. Ouais, je vois ça discute sévère, moi je vous laisse, hein, les gars, voilà. Ouais. Alors, la question du jour, je vous la redonne, évidemment, elle est très importante et on vous invite à la commenter, cette question du jour. Approuvez-vous la politique de l'Arabie Saoudite qui dilapide ses richesses naturelles et distribue et l'argent des générations futures en versant de l'argent aux États-Unis, puis il fait la guerre au Yémen et rompt avec ses relations avec le Qatar? Eh bien, qu'en pensez-vous? Eh bien, Hugola qui nous dit, ils ont toujours été les marionnettes des USA. Il n'a qu'à voir comment ils ont reçu Trump, lui qu'à la haine de l'islam. En plus, ils lui ont offert 100 millions de dollars à la fondation de sa fille pendant que des millions de musulmans meurent de faim. J'ai de plus en plus de doutes quant à leur religiosité. Qu'est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Leïla qui nous dit, il leur a vendu presque 400 millions d'armements. Ils vont encore mieux attaquer le Yémen, c'est chouette. Voilà, pauvre imbécile, terre de l'islam, disent-ils, nous dit Leïla. Et puis un autre commentaire, Hassan qui nous dit, pas intéressant pour moi, je veux dire, il y a beaucoup plus de choses qui me préoccupent ici en France que de me poser des questions sur ce que fait l'Arabie Saoudite avec son argent. Voilà pour ce que dit Hassan. Vous continuez en tout cas vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2 pour répondre à cette question. La question du jour. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le zapping, les gars? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ça marche plus, donc on va prendre quelqu'un au téléphone peut-être en attendant. Bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Notre ami Sofiane Lakhdari de la team LGF. Comment ça va, mon ami? Ça va, ça va. Alors, juste, l'actualité, elle est vraiment très intense et voilà. Moi, je voulais juste intervenir sur le Qatar. Oui. J'avais entendu qu'il y avait un problème au niveau de l'Iran et tout, mais je pense pas, parce que pour information, le grand pays du Golfe qui a d'excellentes relations avec l'Iran, c'est bien les Émirats Arabes Unis. 20 milliards de dollars d'échanges. En plus de ça, il faut savoir que lorsque l'Iran était sous blocus, tout l'argent transité par les banques émiraties. Alors je pense que le problème n'est pas vraiment l'Iran, c'est le problème au niveau des frères musulmans. Parce que l'Égypte a un conflit avec la confrérie des frères musulmans où hébergé Youssef al-Qaradawi qui a appelé à la révolte, etc. contre Sisi. Et vous avez de l'autre côté Khaled Mash'al qui est du Hamas, qui est hébergé au Qatar. Alors du coup, il y a énormément de pression pour expulser ces gens-là. Sauf que l'émir du Qatar, quand j'ai vu hier soir, il s'est assis à la télé devant avec Youssef al-Qaradawi. Ça veut dire que ces injonctions ne seront pas
ne seront pas traités par les Qataris de la manière dont les Saoudiens souhaitent. Alors je pense qu'on se dirige vers soit un coup d'État, mais je doute fort que ça soit un coup d'État à l'intérieur, parce que déjà le père, il avait déjà filtré au niveau de l'armée. C'est l'oncle de l'émir Tamim, qui est un patron des services secrets, etc., ministre de la Défense. Mais je pense qu'il y aura une intervention saoudienne avec les Américains qui sont neutres dans cette question, parce qu'il y a la plus grande base militaire d'Al Hadid, 70 000 GI, et il a touché 400 milliards pour être neutre dans cette affaire. Et ça va se terminer, tout dépendra de la durée que ça va prendre ce conflit. Est-ce que les Saoudiens régleront rapidement ce conflit, ou bien ça va se métastaser dans d'autres régions, parce que il y a deux autres pays du Golfe qui ne souhaitent pas avoir l'hégémonie saoudienne dans la région, c'est le Sultanat d'Oman et le Koweït. Ah. Alors du coup, ouais, il y a les deux pays, parce que si vous voyez, il y a 6 pays du pays de Conseil de pays du Golfe, mais qui n'ont pas suivi la décision prise par les Émiratis, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn. C'est bien le Koweït qui est un intermédiaire, et le Sultanat d'Oman. D'accord. Et demain, si le Qatar tombe, c'est ce que souhaite l'Arabie Saoudite en vérité, c'est de bouffer le Qatar et de mettre un oncle de Tamim, qui est de la famille de El Thani, mais qui reste toujours sous hégémonie saoudienne, c'est-à-dire il abdiquera tout ce que les Saoudiens disent, rompre les relations, voilà, un suivisme total. Du coup, l'Arabie Saoudite ne va pas s'arrêter là, elle va aller vers le Sultanat d'Oman et le Koweït, et elle va le faire les deux, pour se diriger par la suite vers la confrérie des frères musulmans. Il y aura une persécution de la confrérie. Je l'avais dit, moi, il y a 15 jours sur le Qatar que ça va l'exposer. Oui. La prochaine destination, ça sera les frères musulmans. Les frères musulmans, où on risque d'avoir même, y compris une guerre civile à l'intérieur de Gaza même, avec une intervention militaire égyptienne, avec Mohamed Dahlan, qui est l'ancien patron des services secrets, avec le soutien des Saoudiens, pour éradiquer le Hamas et éradiquer toute confrérie au niveau de résistance à Israël. Tout ça pour finir avec un règlement du conflit israélo-arabe, avec une soumission totale à Israël. C'est ça le plan qui est en cours maintenant. Le plan machiavélique. Un plan... Oui, aussi. Ouais, pour en revenir à l'Iran, excuse-moi Sofiane, mais ils partagent bien un pipeline dans une mer qui partage. Tout à fait, oui, mais ça reste minime. Le Qatar, il a même des gisements, ils ont trouvé des gisements à la frontière maritime irano-qatarienne, avec une coopération très étroite. Ouais. Le Qatar aussi commence à essayer d'atténuer la guerre en Syrie, en essayant par exemple la ville de Kafraya el Fouad, des villes chiites qui ont été libérées en vérité par l'armée syrienne, suite à des négociations avec des groupes armés financés par le Qatar. Sauf que ça a été très mal pris par les Saoudiens. Par exemple, vous avez aussi la Satana, les négociations entre les Russes et la Turquie et le Qatar, et non pas Genève, où l'Arabie Saoudite était présente. À Satana, le Qatar. Oui, je suis tout à fait d'accord, l'Iran. Mais le gros problème qui est causé, est-ce qu'on continue à utiliser les frères musulmans dans l'implosion du monde arabe, ou d'utiliser l'islam politique, chose que ne veut pas Donald Trump, et chose que les Britanniques veulent continuer. Ils veulent avoir toujours cette hégémonie dans la région, en utilisant cette confrérie. Question avant d'accueillir Manji, reste avec nous Sofiane 2 secondes, ouais. Pour évoquer ce sujet. Quelles conséquences cet épisode peut avoir en France, par exemple, parce qu'on le sait, beaucoup d'investissements qataris dans les entreprises françaises, si on prend d'ailleurs un club de foot tel que le PSG bien sûr, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence s'il y a par exemple un coup d'État, ou s'il y a effectivement un homme placé par les Saoudiens? Moi, la France, normalement, elle a perdu toute hégémonie. Elle peut avoir son avis juste simple, parler de paradis fiscal ou d'exonération fiscale des Qataris, ou des privilèges qui ont été donnés par Sarkozy à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit que la France, malheureusement, elle est absente dans cette région. Elle est il y a un conflit entre anglo-saxons, entre la vision britannique de garder les frères musulmans et de continuer à les attuer, bref, et la vision de Trump, où il veut s'appuyer sur le wahhabisme, tout en souhaitant le réformer, parce que ce qui est programmé après, c'est de l'arrivée au pouvoir de Mohammed Ben Salman, qui est non pas l'héritier numéro 1, l'héritier numéro 2, le fils du roi actuel, Mohammed Ben Salman, avec une bande de Walid Ben Talal, etc., pour réformer le wahhabisme et faire entrer le wahhabisme dans la modernité. Chose que Paris, pour ça, Donald Trump, et qui a au niveau économique, quand même, les relations bilatérales, elles sont fortes, parce qu'on m'a dit, à savoir, au Qatar, il y a encore des contrats jusqu'à 2030 pour les entreprises françaises. Mais en France, le Qatar investit beaucoup.
c'est ce que souhaitent les Saoudiens, c'est-à-dire changer un El Thani au lieu que ça soit Temim. C'est pas pas les personnes, c'est la politique. Est-ce que Temim accepte de dégager tous les membres des frères musulmans à leur tête, Youssef Al-Qaradawi, Khalid Mash'al? Est-ce qu'il accepte de faire ça? S'il accepte de faire ça, tous les contrats vont continuer. Est-ce que la médiation koweïtienne a demandé à l'émir Temim, parce qu'il y a eu une médiation il y a 15 jours, des allers-retours de le ministre des Affaires étrangères koweïtienne, afin de pousser l'émir Temim à dégager tous les membres des frères musulmans, sauf ce qu'il a refusé. Et je pense qu'on se dirige vers un conflit armé. Et il faut attendre la réaction des Turcs, parce que les Turcs ne seront pas loin. Les Turcs, le premier allié des Turcs dans la région du Golfe, c'est bien le Qatar, qui a financé, qui a aidé l'économie turque ces dernières années. Et surtout le lien, parce que le Qatar, on parle d'Al Jazeera comme appui médiatique dans sa hégémonie dans la région, tentative d'avoir l'hégémonie, mais aussi la confrérie des frères musulmans. On se rappelle, au début du printemps arabe, c'est eux qui ont placé le gouvernement Tunisie, ou bien le gouvernement Libye, ou le gouvernement de Morsi en Égypte, et tout a commencé à changer le jour où il y a eu un coup d'État en Égypte qui a été financé et soutenu par l'Arabie Saoudite, où on a vu un retour de l'Arabie Saoudite, mais en vérité dans la même lignée de la politique américaine dans la région. C'est pas, c'est pas radical, on est dans un camp, le camp des gens qui ont perdu la guerre en Syrie. C'est les gens qui se battent entre eux. C'est-à-dire c'est qui va payer l'addition de la défaite. Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est le Qatar? Est-ce que c'est la Turquie? Et ne soyez pas étonnés demain si on voit, et on a entendu Donald Trump donner des armes à des milices kurdes dans la région syrienne, de voir un pseudo-État ou un mini-État, micro-État au nord de la Syrie pour déstabiliser la Turquie. Juste en un mot avant d'accueillir Manji, on va peut-être accueillir même maintenant, mais quelle est la position concernant les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, concernant cette affaire du Golfe? Est-ce qu'ils ont, ils prennent parti ou pas? Christophe, ils ont aucun point. Mais c'est des pays qui appellent au dialogue, certes, mais ils n'ont aucun point. On essaie de parler de gens qui peuvent changer la donne. Aujourd'hui, c'est un combat entre les États-Unis, à l'intérieur même de l'administration américaine, et les Anglais. Ouais, effectivement. Bon, alors Manji est avec nous. Salut Manji. Salut, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, je peux pas. En fait, je voulais juste revenir sur un point. En fait, dans de tous les discours qu'on parle, on parle jamais du peuple. En fait, on parle juste de comme si c'était n'existait pas. On parlait de gens qui ont mis les frères musulmans au pouvoir. Les frères musulmans sont arrivés au pouvoir par des élections en Palestine, avec le Hamas a gagné les élections, à qui on a imposé un blocus. Que l'Arabie Manji, est-ce que tu peux parler près de ton téléphone, parce qu'il est pourri ton téléphone, je sais pas d'où tu nous appelles, mais... Non, il est pas pourri, il est très bien mon téléphone. Voilà, non, il est pas terrible mon ami, tu l'as acheté au puce à Marseille celui-là, non? Non. Bon, il est en règle. Vas-y. Là c'est mieux, vas-y, t'écoutes Manji. Non, voilà, mais moi ça me dérange en fait qu'on on parle jamais des peuples. Les peuples arabes, ils veulent plus des régimes, les Saoudiens, ils ont toujours soutenu les coups d'État, commençant par le coup d'État en Algérie, lorsque Khan Nazar a fait le coup d'État en 92, le premier visite, il rend visite à l'Arabie Saoudite, qui le fait l'autre, parce que l'Algérie a été sur la paillasson, en fait. L'Arabie Saoudite finance le coup d'État, la France dans l'appui politique, exactement ce qu'elle a fait avec l'Égypte, lorsque le pouvoir égyptien Morsi est arrivé démocratiquement à la tête du pouvoir. On a massacré les gens qu'on ne voulait pas, soi-disant les frères musulmans. Ouais, les frères musulmans, ils ont payé cher. Voilà. Je vous rappelle juste tout simplement le Qatar, le Qatar, le ministre des Affaires étrangères qatari, le ministre des Affaires étrangères égyptien et le ministre des Affaires étrangères tunisien, après le printemps arabe, ce qui les premiers qu'ils ont rendu visite à Gaza sous les bombes, c'était en 2012. Tout le monde il a oublié cet épisode. On se rappelle du coup de gueule de Morsi qui a demandé qu'il faut que ça s'arrête. L'antisémitisme a arrêté son agression sur Gaza en 92, en 2012, je veux dire, une agression qui a duré même pas 3 jours, alors qu'en 94, on sait combien elle a duré, combien elle a 2 mois. On voit là l'alliance entre ceux qui pour le peuple et ceux contre le peuple. C'est-à-dire on a l'Arabie Saoudite qui veut pas d'un islam politique réfléchi, un islam éclairé de Malik Ben Nabi, un islam d'Ibn Badis, et on a d'un côté l'islam wahhabite, et entre les deux, on a les gauchistes qui sont là juste pour
vouloir soutenir toujours les régimes issus de l'ex-Union soviétique, qui sont toujours des démarches là, l'éradication, tuer tout le monde, parce que lorsqu'on demande d'expulser Khaled Meshal de Qatar, pour aller où? Merci Monji. Dans l'antisémitisme, on comprend plus rien. Merci Monji. Bon, Sofiane, un dernier mot sur ce que vient de dire Monji, par exemple? Non, mais en gros, il dit la même chose que ce que j'ai dit, sauf d'une manière un peu appuyée pour les frères musulmans. L'islam, soit on a aujourd'hui un conflit sur les frères musulmans, il n'a pas expliqué, il a parlé surtout du passé. Le passé du Qatar, il est aussi glorieux que son servitude au terrorisme actuellement. Le Qatar, il a financé même la reconstruction du Liban en 2006, après la guerre. Sauf que le Qatar, depuis les printemps arabes, il a changé. Il avait un point, c'était le fer de lance de ce printemps arabe, où on a vu le départ de son émir et de son ministre des Affaires étrangères lorsqu'ils sont échoués. Sauf qu'il ne parle pas du soutien du Qatar à l'Arabie Saoudite. Il fait partie de la coalition qui bombarde le Yémen actuellement. Exact. Il ne parle pas de l'implication du Qatar dans la destruction de la Syrie. Il faut savoir que Mohamed El-Joulani, qui est le patron d'Al-Nusra, il a apparu 3 fois sur la chaîne Al Jazeera. C'est une chaîne de propagande. Ben Laden avant, il s'exprimait sur la chaîne Al Jazeera. Sauf que ce Qatar, c'est pas un État qui est indépendant. C'est un État où il y a la plus grande base militaire américaine dans la région, 70 000 GIs, la base de l'Adid, où s'est déplacé les avions pour bombarder l'Irak en 2003. Il faut pas l'oublier aussi. Il faut pas l'oublier. Maintenant, on glorifie le Qatar quand il s'oppose, mais on ne parle pas de sa servitude. C'est un cheval de Troie qui a été utilisé par les Israéliens, des liens très étroits avec Israël. Shimon Peres, il a visité à plusieurs reprises cet État. Il y a un représentant d'Israël dans la région. Ce que je voulais dire, c'est que dans le camp des perdants qui ont voulu détruire le monde arabe, aujourd'hui, ils sont en train de se déchirer entre eux. Il ne faut pas s'étonner. Demain, si on entend des militaires saoudiens s'infiltrer au Qatar, et là, le Qatar, il n'a qu'à demander l'aide de Erdogan, et on verra ce qu'il fera Erdogan pour l'émir du Qatar, pour lequel il a financé énormément l'économie turque. Après, merci, maintenant, personne ne pourra savoir ce qui risque de se passer dans les prochains jours. Mais on va suivre ça de près, en tout cas. Oui. On va suivre ça de près, en tout cas, et on en reparlera. Voilà 3 solutions. Voilà. Soit vous avez un coup d'État blanc, c'est-à-dire remplacement du jour au lendemain, et on arrive à la télé avec le cousin de l'émir Tamim. Ouais. Soit on a une intervention militaire saoudienne. Soit on aura un changement radical du Qatar dans sa position dans la guerre de Syrie, et demander pardon à la Syrie et de dissoudre tous les groupes terroristes. Et là, elle peut avoir le soutien de l'Iran, aux choses que souhaiterait l'Arabie Saoudite, parce qu'elle veut une implication directe de l'Iran militairement dans la région du Golfe pour avoir le soutien international afin de déclencher cette guerre qui est souhaitée par les Wahhabites depuis longtemps, une guerre sunnite-chiite. Merci Sofiane, c'est pas très réjouissant tout ça, vraiment. Oula, je vais consulter Ouiem Maghrebi là, j'ai besoin de psychanalyse là, parce que là, vraiment, là, c'est trop. Tiens, on va changer un peu de sujet dans notre zapping. Ouais. Qu'a-t-il ressenti au moment de son arrivée plutôt agité sur Terre? La rentrée atmosphérique, c'est un moment risqué, c'est même spectaculaire, ça bouge dans tous les sens, comme un coup de feu d'artifice. En tout cas, il était content d'arriver. C'est donc les premiers mots de Thomas Pesquet que je propose d'écouter. C'était ce matin en Allemagne. Mais écoute, c'est vrai que de l'air frais, j'en ai pas eu pendant 6 mois. C'était un peu le même air qu'on respirait tout le temps. Écoute, c'était un soulagement parce que la rentrée atmosphérique, c'est un moment dynamique, c'est un moment un peu risqué. Avec le lancement, c'est certainement la phase la plus risquée du vol, avec aussi les sorties extravéhiculaires. C'est spectaculaire, ça bouge dans tous les sens. Il y a un côté feu d'artifice, donc on est quand même content de rentrer, de toucher le sol en bonne santé. Et puis voilà, quand ça s'ouvre, on voit des visages connus, des gens du centre de préparation des astronautes russes qui viennent nous récupérer. Et puis cette première bouffée d'air frais, c'est un peu une overdose de sensations. C'est des odeurs qu'on n'a pas connues, l'odeur de la steppe, l'odeur de l'herbe un peu mouillée. On s'est posé pas très loin d'une flaque. D'ailleurs, on aurait pu tomber dedans, ça aurait pas été génial. Et puis des couleurs. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu comme tourner le contraste de la télé au maximum, en fait, comme regarder la télé avec le contraste à fond, parce qu'on n'était plus habitué à tout ça. Le vent, et ce qui était assez drôle, c'est que je sentais même le savon des gens ou le déodorant des gens qui étaient venus nous chercher, parce qu'on n'est plus habitué à tout ça. On a le sens de l'odorat un peu inhibé, et du coup je sentais vraiment tout ça. Je disais les gens sont vraiment super propres aujourd'hui. Non, c'est juste que peut-être nous on n'a pas été super propres pendant 6 mois, et eux ils étaient juste normaux. Mais c'était ça, c'était un peu une overdose de tous les sens en même temps. Incroyable en tout cas cette aventure de Thomas Pesquet. Ça fait rêver. C'est magnifique. Ossine, on en a beaucoup parlé dans les médias. Il a grandi, il paraît.
Il a grandi, Il a il s'est gagné 2 allongé. centimètres, mais ça y est, il les a reperdus. 4 centimètres. centimètres. Il les a Mais- perdus. Ouais, Mais il a rétréci. Ça doit être exceptionnel, la vue de la Terre depuis l'espace. Ça doit être grandiose. Ça Ouais, doit et tous ouvrir ces les sens qu'il évoque, absolument, les déodorants, l'air. Bah, on connaît un petit peu la même chose. Nous, on fait le ramadan, donc on a les sens en éveil aussi, tu vois, quand tu sens la charba ou le café. Pendant 15h, 16h. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'avoir senti du café. Oui. Voilà, donc. Ah oui, C'est pas- tout à l'heure, il y a eu une odeur de café aussi. Hein. C'était terrible. Hein. Oui. Ouais, En tout cas, voilà, réveillé direct. belle aventure en tout cas pour Thomas Pasquet, cet astronaute qui a raconté donc ce matin du côté de l'Allemagne J'aurais bien son aimé aller arrivée dans sur Terre. l'espace, moi aussi. Comment? J'aurais bien aimé aller dans l'espace, mais j'ai pas travaillé à l'école, tout ça. Ouais. Moi, j'ai le vertige. Dommage. Ouais, fallait travailler, mon ami. Ouais, parce Ah, que mais là, pourquoi il faut- t'as le vertige? Là, t'es un apesanteur. Tu Mais risques c'est rien. pareil, Tu j'ai risques peur pas la J'ai chute. peur d'aller trop haut. Alors justement, d'ailleurs, il était dans. J'ai vu ça vite fait parce que bon, c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Moi, ça m'intéresse pas des masses, mais j'ai quand même intéressé à ce qui s'est passé avec Thomas Pasquet. Il était dans quelle position? Il était dans l'espace et comment ça se passait? Il a raconté un petit peu. Vous avez suivi un peu? Moi, j'ai juste vu qu'il dormait attaché dans un sac, Ouais. arrimé, quoi. Et non, moi, je suis passionné d'astronomie, espace, tout ça. Ça m'intrigue, tout ça. Tout la gravitation de la Terre, voilà, les planètes, les astéroïdes, les rayonnements cosmiques, le Big Bang. Ouais. Voilà. Dans un instant, notre invité politique pour les élections législatives, il s'appelle Hassan Boukhalifa, il est avocat au barreau de Paris, de Marseille et de Nîmes, et il se présente évidemment en tant que candidat dans la première circonscription du Gard à Nîmes. Notre invité dans un instant, on continuera notre zapping et les avis tranchés de notre ami Badr Belamine qui va nous parler d'écoute et Ossine qui va nous parler de... Je me rappelle plus. Moi non plus. Est-ce qu'on a besoin d'un leader de la politique pour changer les choses dans le Voilà, quartier, très bien, on en reparle dans un instant. D'ailleurs, désolé. Restez avec nous, 01 40 33 Il 9000. était sur la Lune. Et vous continuez à répondre à cette question du jour que l'on vous pose, messieurs dames, par mail, par la page Facebook, pardon. Approuvez-vous la politique de l'Arabie Saoudite qui dilapide ses richesses naturelles et l'argent des générations futures en offrant son argent aux États-Unis, puis fait la guerre au Yémen et rompt ses relations avec le Qatar? Eh bien, vous n'hésitez pas donc à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? Zoub qui nous dit Arabie Saoudite disciple des satans carrément. Et puis également Jérôme qui nous dit si c'était pas si dramatique j'en rigolerais. Jérôme nous dit, et puis Karim qui nous dit c'est une question, même les États-Unis n'approuvent pas en coulisses. Donc voilà, c'est ce que nous dit cet auditeur. Vous continuez en tout cas à répondre à cette question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2, par mail gf@francemaghreb2.fr, en nous appelant 01 40 33 9000. Bon début de soirée, merci d'être avec nous, bon retour à la maison. On rappelle l'info qui est tombée tout à l'heure, une attaque d'un policier sur le parvis de Notre-Dame de Paris. On a retrouvé sur l'assaillant d'ailleurs un marteau, puisque c'est un marteau qui a été l'outil qui a servi à blesser le policier. On a retrouvé également 2 autres couteaux sur lui, et actuellement 900 personnes sont toujours bloquées dans Notre-Dame de Paris, le quartier est bouclé. LGF, le grand forum, on est là, messieurs dames. Merci d'être avec nous jusqu'à 19h avec Ossine Ras, notre coach en création d'entreprise, monsieur Badr Belamine, notre écolo. Wow. Je sais qu'il aime pas, alors c'est pour ça que j'adore l'embêter. Alors, dans l'actualité, bien sûr, avant de parler de notre zapping, les Britanniques qui sont sous le choc, évidemment, de l'attentat de samedi dernier à Londres, ils étaient invités à respecter 1 minute de silence à la mémoire des victimes. 7 morts, de très nombreux blessés, et maintenant c'est Raqqa, du côté de la Syrie où ça se passe maintenant, le fief en Syrie qui est menacé par des combattants arabes et kurdes. Ils annoncent le lancement d'une grande bataille. Ils seraient même entrés dans la ville, une bataille qui sera longue et difficile, affirme pour sa part le général américain Steve Townsend, qui commande donc les forces de la coalition internationale, lancée donc à Raqqa contre les terroristes de Daesh. Donc Raqqa, c'était, vous vous en souvenez, la capitale de Daesh en Syrie. Donc bataille lancée contre eux, visiblement. Mais c'est une Daesh ville, qui repart. c'est une ville très historique et si je me Oui. trompe pas, elle existe bien avant Bagdad. Hein. Ah bah oui. Ouais. Oui. Et puis surtout, c'est surtout la possibilité à toutes ces ingérents, enfin toutes ces puissances étrangères, et d'aider l'armée syrienne de reprendre Raqqa pour déloger l'État islamique qui a perdu beaucoup de terrain quand même ces derniers mois. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui quittent Daesh, qui reviennent effectivement dans leur pays d'origine
et qui ont comme projet peut-être donc de commettre des attentats. C'est pour ça qu'en ce moment on en a beaucoup en Angleterre. Mais il y a une question qui me taraude. Oui, qu'est-ce qui te taraude, mon ami? C'est vu les puissances militaires mondiales, on va dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, tout ça, tout le monde parle de lutte contre le terrorisme. Mais si on avait voulu écraser Daesh, on aurait envoyé, je sais pas, un contingent, non? On va dire une équipe, et puis on aurait rasé tout ça, quoi, rapidement. Ça aurait été rapide. On a pu envahir l'Irak, l'Afghanistan, mais là, je sais pas, ça pose problème par rapport à quoi, je sais pas. Si on veut vraiment débarrasser, entre guillemets, le monde de ces pourris, bah, je sais pas, il faut une vraie coalition, et on débarque sur place, et puis, voilà, on va dans toutes les villes, on fait un ratissage, même s'il restera toujours des petites niches. Et je sais pas, ça parle beaucoup, mais ça n'agit pas beaucoup. Comme ils l'ont expliqué depuis tout à l'heure les auditeurs, tout ce bordel entre guillemets, ce remue-ménage, dans cette plaque du Moyen-Orient, Proche-Orient, etc. Ça convient à certaines personnes. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et voilà la division de tous ces pays-là, de tous ces peuples, de toutes ces tribus, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a encore environ 100 ans, là-bas c'était des tribus qui ne savaient même pas. Donc alors il y avait l'Empire ottoman, d'autres ont voulu se soulever contre l'Empire ottoman pour avoir leur autonomie, mais en même temps ceux qui sont au pouvoir on sait pas trop qui. Donc tout ça pouvait pas rester comme ça. Faut pas oublier que c'est les Occidentaux qui ont fait des frontières, et c'est ce qui pousse à la division entre eux. Donc, dès le début par rapport aux frontières, on se dit que ça leur convient déjà. Mais regarde, ils ont été délogés. Saddam Hussein, il commettait pas d'attentats. Ils ont Kadhafi aussi, Ben Ali en Tunisie par exemple. Je sais pas, je comprends pas en fait. On est capable d'intervenir là où on a envie d'intervenir, mais là on n'intervient pas. Que par les mots ou les frappes, on lâche quelques bombes ici et là, on fait des bavures ici et là, mais concrètement sur le terrain on n'y va pas. Après on a le droit de se poser des questions. Est-ce que Daesh est une entité qui existe, qui n'existe pas, qui fait le jeu de qui, de quoi? C'est fatigant tout ça de toute façon. Moi je préfère les animaux, n'est-ce pas Christophe? Les requins? Ouais, les requins. Ouais, à mon avis c'est purement politique ce qui se passe là-bas. Alors bien sûr il y a des problèmes enracinés réellement chez les populations, en dehors de tout ce qui se passe, terrorisme, politique, etc. Je pense vraiment qu'il y a des clivages et des problèmes entre population et ethnie là-bas dans tout. Là pour le coup, j'enlève les frontières et je parle vraiment de toute la région. Mais bien sûr derrière cette division, elle convient fortement à beaucoup de monde. Tout à l'heure on a cité quelques pays qui sont un peu à l'extérieur, mais qui ont quand même leur mot à dire. On voit qu'il y a beaucoup qui parlent autour de ce sujet. Il y a bien sûr les États-Unis. Il y a l'Angleterre aussi, comme avait dit Sofiane tout à l'heure, mais il y a aussi la Russie, la Turquie et Israël. Faut pas oublier qu'ils sont là autour de tout ce qui se passe en tant qu'observateurs, mais je pense pas qu'ils soient qu'ils n'aient pas les mains aussi là-dedans dans tout ça. Et je pense que aussi ça joue cette division pour eux. Et puis voilà. Et Thomas Pesquet, c'est comme ça qu'il s'appelle Christophe, Thomas Pesquet, c'est ça? Ouais. Bah si ici il a observé la Terre, il a vu qu'il n'y avait pas de frontières, il a vu qu'il n'y avait qu'une seule planète habitable. C'est ça la question. Déjà dans la galaxie, c'est. Alors les journalistes vont très vite, dans ce pays, messieurs, puisque BFM TV nous annonce que l'agresseur du policier est un étudiant algérien. Voilà, BFM TV qui lance cette info concernant cette affaire de Notre-Dame de Paris. Ils ont sûrement aussi l'info où il a acheté le marteau. Oui, là, donc on a retrouvé sur lui un marteau, enfin le marteau qui a servi à blesser le policier, plus 2 autres couteaux sur lui. Donc et la France, qui va très vite en besogne, parle d'attaque terroriste, d'agression terroriste. Donc il a une pièce d'identité sur lui, une carte étudiante, un truc comme ça. Il doit avoir un mot d'allégeance, un message écrit d'allégeance à un certain groupe terroriste, et peut-être un petit Coran dans la poche aussi, je pense. Ouais, ça commence à faire petit à petit. La différence par exemple avec l'Allemagne, vous vous souvenez que l'Allemagne qui a pas parlé d'attaque terroriste tout de suite, qui a attendu, qui a fait une enquête, des Anglais pareil. Mais même Londres, exactement. Mais même pourtant Londres, l'Angleterre a subi quand même à plusieurs reprises. Terrible, quand même. Ils font attention, ils font très attention à ce qu'ils disent, etc. Et pourtant leurs services secrets, leurs renseignements généraux, même quand ils sont en retard sur une info, ils sont très professionnels. Parce qu'il paraît que l'on des compagnies MI, je sais plus quoi. Le MI16. C'est ça, un truc comme ça, je sais plus. Et le MI6, c'est dans James Bond. MI6, peut-être, je sais plus, MI6, non, James Bond. En tout cas, à ce qui paraît, ils sont réputés pour leur professionnalisme, l'Angleterre, par rapport à ça. Donc, moi, j'aime bien comment ils en parlent, même quand. Dans la gestion de. En même temps, en tant que public, en tant que musulman, quand tu regardes une scène en Angleterre, tu dis oui, tout de suite, c'est un attentat terroriste. Tu vois, là. Et même eux, ils mettent des pincettes. Ils mettent des pincettes avant de parler d'attaque terroriste. Précaution.
Alors, bon, on n'arrive pas à joindre notre invité, je sais pas ce qui se passe avec Hassan Khalifa, on va le rappeler tout à l'heure bien sûr, on a jusqu'à 19h tranquillement pour l'avoir. Dans le zapping aussi, malgré les tentatives de médiation, notamment dans la Turquie, malgré la France qui appelle donc au dialogue au Moyen-Orient, la plaie est bel et bien ouverte entre le Qatar donc et ses voisins arabes, notamment l'Arabie Saoudite, qui annule la licence de la compagnie aérienne nationale Qatar Airways. L'Arabie Saoudite annonce la fermeture des bureaux de la compagnie aérienne de Qatar sous pression, mais qui, pour le moment, joue l'apaisement. Écoutons d'ailleurs le ministre qatarien des Affaires étrangères, Mohamed bin Abdulrahman. Il s'est exprimé hier sur la chaîne Al Jazeera. Écoutez. Notre pays a choisi de ne pas surréagir face aux décisions unilatérales prises par nos voisins. Ce sont des décisions sans précédent qui touchent la vie quotidienne de nos concitoyens et qui perturbent les relations familiales qui unissent les peuples des pays du Conseil de coopération du Golfe. Mais nous ne prendrons pas de mesures de rétorsion. Nous estimons que tout problème ou crise entre pays voisins et amis doit trouver sa solution autour d'une table de négociation. Le choix stratégique de notre pays, c'est de régler toute crise par le dialogue. Donc c'est le dialogue qui semble être privilégié pour ce qui est... Ils ont interdit carrément le vol de Qatar. Ah oui. Les bateaux aussi. Les bateaux, les avions, tout. Faut savoir que l'exportation ça passe par le Nil aussi. Ouais. L'Égypte, ils ont fermé leur accès aux bateaux qataris. Ouais. Donc là, les voies aériennes, pareil, ils peuvent pas survoler les pays qui les entourent parce que voilà, il y a un incident diplomatique entre eux. Donc il leur reste très peu de pays partenaires par où ils peuvent passer. Bah ils vont passer par la Russie. Ouais. En tout cas, ils peuvent pas survoler certaines zones. Sans faire de la pub au Qatar, j'ai le Qatar Airways, par exemple, ne peut pas survoler l'Arabie Saoudite. Exact. C'est une très bonne compagnie. Et en fait, pour revenir à tout à l'heure, ce qu'on disait, il y avait, je crois que c'est Sofiane qui disait ça sur le, non, c'était pas Sofiane, c'était, oh, je sais plus comment il s'appelait. C'était Kamel qui disait comme quoi oui les jeunes ils rêvent du Qatar etc. Oui, on peut pas leur en vouloir et je vois pas ce que ça fait dans le débat. J'aime beaucoup ce qu'il dit Kamel à chaque fois quand il appelle, franchement j'aime beaucoup. Et là sur le coup j'ai trouvé un petit peu rapide et simpliste. Si des jeunes sont inspirés par un avenir comme la vie que mènent les Qataris là-bas, moi je suis pour le rêve, je suis pour que les gens puissent trouver chaussures à leurs pieds. Il faut pas avoir honte de ça. Faut savoir que sur place on peut critiquer la politique du Qatar. C'est deux choses différentes. Et la vie que mènent les citoyens qataris, elle est magnifique. Il y a beaucoup de choses qui ne payent pas. Je ne défends pas du tout la politique qatari, mais il faut être objectif. La vie, il suffit pas d'être musulman pour rêver de la vie d'un Qatari. Tout le monde rêve de la vie d'un Qatari. Alors justement, quand on est consumériste. Ah non, pas moi perso. Moi c'est pas mon style. Mais je comprends toute la démesure. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça s'arrêtera pas à la frontière de l'islam. C'est pas parce que t'es musulman la vie au Qatar te fait rêver. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes et qui rêvent du Qatar aussi. Blocus saoudien, messieurs dames, quand les Qataris paniquent et se ruent dans les supermarchés, voici ce que ça donne. L'Algérie prône le dialogue entre le Qatar et ses voisins du Golfe, dialogue auquel se dit près Doha. Mais pour l'heure, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Yémen, l'Égypte et les Maldives, qui accusent le Qatar de soutenir le terrorisme, refusent toute discussion. Conséquence directe de cet isolement, la panique. Les Qataris se sont rués dans les supermarchés pour faire des réserves, alors que le seul accès terrestre du pays via l'Arabie Saoudite est fermé. Les vols vers Doha sont suspendus par l'Égypte et 6 compagnies aériennes du Golfe. Et Qatar Airways doit trouver d'autres plans de vol puisque l'espace aérien saoudien lui est interdit. Le Qatar a toujours poursuivi sa propre politique régionale. Il a affirmé son influence par le sport. Il accueillera par exemple le mondial 2022 de football et par les médias avec la chaîne de télévision Al Jazeera dont les bureaux à Riyad ont été fermés également hier. Donc voilà, il y a quand même des mesures de restriction qui sont quand même assez sévères, faut le dire. Pour des pays, comme le disait tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères qatari, des pays amis, dans d'autres d'amis quand même le Qatar. Mais je pense pas que c'est ces pays-là qui lui ont donné sa notoriété, sa légitimité. Hein. Là par exemple la voix off elle disait que ils ont fait leur place par le sport par exemple. Il y a pas seulement ça, il faut savoir aussi que le Qatar il a été médiateur, il a été beaucoup de fois médiateur pour les pays occidentaux dans le monde africain ou dans le monde des pays arabes. Souvent c'était lui qui conseillait la France ou d'autres pays pour par rapport à leur intervention dans des pays ou leurs relations avec certains pays. Même si ce qu'il disait c'était tu sais
sais, ça me fait penser un petit peu, c'est bête, hein, mais aux Robsis des quartiers, etc. Ces petits jeunes qui vont voir les élus locaux et qui leur disent ah oui mais t'inquiète pas, tu veux parler aux Arabes, nous on sait comment faire. T'inquiète pas, je suis un petit peu la caution, tu vois. Et ben c'est un peu pareil avec le Qatar, faut pas l'oublier aussi. Hein. Allez, retour en France, c'est politique française maintenant avec ce gouvernement qui temporise le temps que d'autres sujets occupent l'actualité, comme celui par exemple de la sécurité. 48 heures après, dans le centre de Londres, Édouard Philippe était hier dans le département du Nord où il a assisté à une opération de contrôle en zone transfrontalière à la gare de péage d'Ordain, déplacement qui était prévu avant les attaques de ce week-end et qui était pour le Premier ministre l'occasion de rappeler la mobilisation dans la lutte contre le terrorisme. Écoutez le Premier ministre. Pour ceux qui pourraient imaginer une seconde que le niveau de menace n'est pas élevé, ces actes terroristes nous rappellent que nous devons être d'une vigilance absolue et que nous devons faire en sorte tous les jours, toutes les nuits, à chaque instant, d'avoir la sécurité des Français dans nos priorités absolues. Voilà, le Premier ministre donc qui à l'instant qui s'est exprimé hier donc c'était hier, pardon. Voilà, effectivement. Donc attention, il y a danger et on reste mobilisé. Voilà. Alors que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, prend la parole actuellement pour s'exprimer concernant cette agression. Alors, on rappelle, une agression d'un policier de 22 ans qui a été légèrement blessé au cou par un coup de marteau d'un assaillant qui a été lui maîtrisé, arrêté. Et on a retrouvé sur lui donc le marteau et 2 couteaux. Ils ont bloqué tout un quartier et toujours des personnes bloquées dans Notre-Dame, 900 personnes bloquées dans Notre-Dame de Paris actuellement. Et les réseaux que l'on qualifie de terroriste, bien sûr, par la France. Et l'assaillant, on sait déjà qui c'est, et c'est un étudiant d'un étudiant algérien, selon BFM TV. Voilà, donc ça va très vite. Voilà pour ces informations. Et les réseaux sociaux sont envahis par les politiciens qui se présentent là pour faire de la récup, quoi. Ah oui. Là, c'est déjà oui. On a eu la carte de Manuel Valls, de Florian Philippot, évidemment ils ont Hidalgo. tous. Comment? Hidalgo, bah oui, forcément. Bon. Alors, on parlait donc de Édouard Philippe, donc il y a quelques instants. Jean-Yves Le Drian, lui, était à Londres pour se rendre au chevet des blessés français, rencontrer donc leur famille. Le ministre des Affaires étrangères qui a confirmé que un Français était bien décédé lors de l'attaque de samedi soir et que 2 autres étaient toujours portés disparus. Avant d'échanger avec son homologue britannique Boris Johnson, il a rappelé que le Brexit ne changerait rien aux accords bilatéraux que Londres et Paris ont la volonté de renforcer face au terrorisme. C'est ce qu'a rappelé en tout cas le ministre des Affaires étrangères. L'une des urgences est de lutter contre la propagande et la radicalisation sur Internet, véritable sanctuaire où les candidats au terrorisme s'alimentent, s'influencent et organisent leur passage à l'acte. Ce qui est en jeu, c'est la démocratie. Ce qui est en jeu, c'est la liberté. Ce qui est en jeu, c'est notre manière de vivre. Ce qui est en jeu, ce sont nos valeurs. Et contre ceux qui veulent tuer cette manière de vivre, cette liberté, cette démocratie, nous mènerons un combat très déterminé dans la solidarité avec nos partenaires. Je suis convaincu que l'ensemble des Européens, singulièrement les Britanniques et les Français victimes là d'attentats récents, disent la même chose que moi. Ils ne gagneront pas. Voilà, ils ne gagneront pas, c'est ce qu'a voulu et tenté de rappeler hier le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Londres. Donc comme hier, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Ce qu'on peut dire qu'il faut qu'ils arrêtent aussi cette manipulation qui consiste à nous faire croire que Daesh s'attaque à l'Europe ou à nous Européens par rapport à nos modes de vie qui seraient libertins ou autres. Voilà, c'est pas du tout ça. Les attaques, c'est pas pour ça, c'est totalement différent. Alors, dernière petite info avant de passer à vos avis tranchés, législative, le premier tour c'est dans moins d'une semaine, et pour les Français de l'étranger c'est déjà passé. Le vote obtenu ce week-end dans les 11 circonscriptions concernées, il donne une première tendance avant le 11 juin, enfin une tendance favorable à la République en marche. Donc le mouvement du président Macron en tête dans la plupart des circonscriptions malgré une participation à la baisse. Sans surprise, donc les Français de l'étranger qui avaient voté à 93% pour Emmanuel Macron à la présidentielle sont désormais donc bien décidés à lui donner une majorité pour gouverner, réformer le pays. Pour ce premier tour des élections législatives, donc les candidats de la République en marche arrivent en tout cas en tête dans 10 des 11 circonscriptions avec des scores souvent élevés
comme c'est le cas notamment dans la 10e circonscription au Moyen-Orient et Afrique, hors Afrique de l'Ouest. La candidate En Marche, Amelia Lakfari, atteint 60% des voix. Seul le taux de participation trop bas, à 11%, l'empêche de se qualifier dès le premier tour. Face à elle, le député sortant, les Républicains, Alain Marceau, est en tout cas en très mauvaise posture pour le second tour. C'est le cas également du sortant Frédéric Lefebvre, distancé par le candidat macroniste dans la première circonscription d'Amérique du Nord, ou bien encore de la socialiste et ex-ministre Axel Lemaire, en Europe du Nord. Seule circonscription où la République En Marche n'arrive pas en tête, c'est la 9e, Maghreb et Afrique de l'Ouest. Pas de candidat macroniste dans cette circonscription. La sénatrice de Paris, Laïla Aichi, qui avait été un temps investie, a finalement été récusée après le tollé né de sa position sur le Sahara occidental. Elle arrive aujourd'hui en tête, légèrement en tête de ce premier tour, avec 20% des voix, mais sous l'étiquette d'hiver droite. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur ce premier tour des législatives, donc des Français de l'étranger, dont on connaît maintenant le résultat. On rappelle que le premier tour en France ici, c'est dimanche prochain. Vous allez aller voter, messieurs? Oui. Oui. Badr? Oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, très bien. Comme toujours. Comme toujours. Allez, c'est parti les gars, on va passer à vos avis tranchés. On va parler d'écoute pour commencer avec notre ami Badr Benamin. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Eh bien, nous t'écoutons, nous parler d'écoute. Bah, j'espère que tu vas prendre le temps de m'écouter, pas comme certaines personnes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on écoute de moins en moins les autres. Et donc je voulais vous faire partager ça à vous auditeurs et que vous preniez le temps de la réflexion pour savoir écouter l'autre. Alors écouter, c'est avant tout se taire, mais dans nos conversations courantes, il est très rare que nous restions silencieux lorsque quelqu'un d'autre parle. Nous nous coupons sans cesse la parole, nous nous bombardons de questions, souvent sans même nous rendre compte. Résultat, chacun coupe l'autre dans sa réflexion et la décentre. D'ailleurs, nous sommes souvent parfois contents de dire celui-là, je lui ai cloué le bec. Nous avons également toujours envie de tout ramener à nous, ce qui est inhérent à la nature humaine. Nous sommes les êtres les plus importants pour nous. Beaucoup pensent qu'écouter est quelque chose de simple, de naturel, alors qu'au contraire, cela s'apprend. Beaucoup de personnes ne savent pas comment réagir face au mal-être d'autrui. Elles ne savent pas quoi dire, pas quoi faire. Elles ne veulent pas se laisser toucher par cette souffrance, alors elles paniquent, se dépêchent, bombardent l'autre de conseils ou de reproches. Il est malheureusement très rare que les gens qui ne vont pas bien bénéficient de la qualité d'écoute qui leur est nécessaire. Pourtant, ils ont besoin que l'on l'écoute leur mal-être. Quand on peut confier à quelqu'un à quel point on est fatigué, triste, écœuré, on se sent apaisé. Mais c'est souvent parce qu'il n'y a pas de mots à trouver. Quand quelqu'un vit quelque chose d'horrible, cela ne sert à rien de lui dire des choses du type « Oh, il n'y a pas de mort d'homme ». La seule chose que l'on puisse lui dire, c'est « Je suis là ». C'est ça, écouter, c'est donner à l'autre un espace pour se raconter sans lui prodiguer de conseils, le juger ou encore lui faire la morale. C'est accepter les silences qui permettent à l'autre de réfléchir, d'ajuster sa pensée. C'est peut-être tout simplement se contenter d'être silencieux et de hocher la tête, ou reformuler ce qu'il nous dit, ce qui lui montre que l'on essaye de le comprendre et lui permet d'approfondir. Ce faisant, on ne fait pas l'éponge mais le miroir. Et plus quelqu'un est écouté, mieux il réfléchit. On peut aussi demander à l'autre de développer. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Quel bonheur pour votre interlocuteur de sentir que quelqu'un s'intéresse sincèrement à ce qu'il est en train de dire. Pardon, excusez-moi pour la fin. Voilà. J'espère que vous avez compris. En fait, l'ensemble, c'est que moi, ça m'est arrivé récemment, c'est que l'esprit humain, c'est pas quelque chose de linéaire. On passe par des moments de doute, de peur, de tristesse, et parfois, on a envie de se confier. Mais on est tellement déçu quand on amorce une conversation avec quelqu'un avec qui on a envie de se confier, et puis on reçoit tout un flopé de critiques. Oh, mais il y a pas mort d'homme, il y a pire ailleurs, regarde la Syrie, regarde la Palestine, patati patata. On avait juste besoin de vider son sac et de rencontrer quelqu'un qui puisse nous apaiser un moment. Ouais. Et finalement on a été coupé dans notre élan, et donc finalement on nourrit pas mal de frustration et d'amertume. Et finalement jamais on n'a plus envie de se confier. Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment on se dit bon, je suis pas bien, et puis j'en parle à personne. C'est dommage. Merci Badr. J'espère que en tout cas ça va permettre aux gens de se réécouter, de savoir parfois se taire. Exactement.
Hossein, tu nous parles de quoi maintenant? Alors moi je voulais parler du besoin réel d'avoir des politiciens ou des représentants avec du pouvoir pour pouvoir défendre nos causes ou changer les choses, que ce soit dans nos quartiers ou de l'autre côté, n'importe où en France, même de l'autre côté de la planète. Alors moi mon avis il est simple, c'est que chacun doit changer les choses à son échelle, en bas de chez soi comme de l'autre côté de la planète. En bas de chez soi parce que ça commence là, les premières injustices qu'on subit, les premières choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on se bat pour nos familles, pour les injustices qu'on subit comme j'ai dit, mais aussi pour ses voisins, pour son quartier en général. Notre mode de vie, on le défend comme n'importe qui, et en réalité, on est militant. On milite même de manière humaine et citoyenne, et c'est la meilleure manière de se battre. Et puis, quand je dis de l'autre côté de la planète, c'est lors de nos voyages. Par exemple, certains vont être sensibilisés écologiquement, mais il ne suffit pas de l'être ici dans notre quartier. Il y en a qui vont être sensibilisés par certaines luttes, violences policières, Palestine, etc., ou développement économique. Mais quand on va en vacances dans nos pays ou quand on traverse la France pour aller dans un quartier ailleurs qu'en France, il faut continuer ce combat. Je pense pas que ce combat, il est uniquement à faire dans son terrain et où on s'y connaît le mieux. Mais il faut apporter sa pierre n'importe où. D'accord? Et puis on a d'autres qui vont dire que on peut changer les choses de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'ils s'intègrent à un parti politique ou qu'ils essayent d'aider un parti politique. Moi, je veux bien être d'accord avec eux, mais pour l'instant, on n'a toujours pas d'exemple de réussite dans ce sens-là. Tu vois, donc vraiment changer les choses de l'intérieur, on veut bien, mais on veut des exemples de qui ont concrets, qui ont fait leurs preuves. Parce qu'on en a plein maintenant des rebeux, des Renaud de quartier qui sont dans des partis, qui ont intégré des municipalités, des conseils municipaux, mais qu'ont-ils fait réellement à part étouffer notre parole, étouffer la parole des quartiers, des causes à défendre, etc. Parfois même c'est encore pire qu'avant quand ils intègrent un conseil municipal. Alors les personnes qui se présentent en ce moment aux élections, c'est marrant aussi. Alors dans plein de localités, on a des personnes qui se présentent sous étiquette soi-disant citoyenne, des jeunes des quartiers, souvent CSP+, qui peuvent avoir notre origine, mais faut-il encore être représenté que par l'origine, ou est-ce que c'est justement, est-ce que l'origine justement ça impacte sur le choix électoral? Moi personnellement pas forcément, je suis plus touché par la classe sociale, les mots qu'il défend, les causes qu'il va défendre, mais ce qui est bizarre c'est que souvent ces personnes qui se présentent et qui tapent à nos portes pour qu'on les soutienne et qu'on les défende, on les voit rarement sur le terrain, jamais, à court d'action. On les voit uniquement lors des élections. C'est un peu des carriéristes, alors que la politique, pour moi, ça ne devrait pas être un métier. Ça devrait être une vocation parce qu'on a envie de se battre pour X ou Y raison. Mais tout ça, c'est à qui la faute de tout ça? Pour moi, il y a trois gros fautifs. Il y a les médias, il y a la population elle-même et les politiciens eux-mêmes. Les médias, car ils donnent cette gloire et ils les invitent à débattre sur tous les sujets. Donc à toutes les sauces, on va avoir des politiciens qui vont venir débattre sur des médias comme on va pas les citer, mais pour tous les sujets, toute la journée. Donc à un moment, ça met cette starification, cette posture de star et de pouvoir. Les médias participent à cette mise en lumière de ces politiques. Ouais. Ensuite, il y a la population. En légitimant par leur soutien n'importe quel politicien qui aurait été médiatisé récemment et qui les aurait caressés dans le sens du poil en apportant des propos qui iraient dans leur sens ou dans le sens de leur communauté. Donc on va choisir on va trouver un politicien bien pour X ou Y raison parce qu'il nous a intéressés par rapport à nos bien-être personnels ou au bien-être de notre communauté, sans penser à la communauté nationale ou à la communauté locale à laquelle on appartient. Et en dernier lieu, il y a les politiciens eux-mêmes qui protègent leur place élitiste et leurs privilèges en se donnant un semblant de pouvoir surhumain, les intouchables. Parce que c'est là le problème, cette posture d'intouchable. C'est celle qui fait fantasmer la population. Car pour eux, pas de problème de justice, jamais. Toujours beaucoup d'argent, très peu de travail. Et c'est ça qui les fait rêver. Voilà, merci. Merci Hossein, merci Badr. Dans un instant, j'aime pas et les coups de cœur à suivre sur France Maghreb. Merci d'être avec nous, avec Hossein Ras et Badr Belamine qui sont avec nous dans cette émission du Grand Forum. Tu peux m'appeler bébé. Avec cette info, bien sûr, je vous la rappelle, donc cette attaque survenue sur le parvis de Notre-Dame de Paris, c'est l'agression d'un policier de 22 ans, coup de marteau, l'assaillant a été maîtrisé. Les autorités françaises parlent vite d'attaque terroriste, d'agression en lien avec le terrorisme. Le confrère de BFM TV annonce même que c'est un étudiant algérien, l'agresseur. Le quartier de Notre-Dame de Paris est bouclé. 900 personnes sont toujours visiblement retenues à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Voilà pour une agression d'un policier. Ce que ça donne, bien entendu, et tous les politiques qui s'en mêlent, forcément, il semblerait qu'il y a un premier tour d'une élection pendant pas très longtemps. Justement, on va en parler de cette élection législative puisque nous nous rendons dans le Gard, près de Nîmes, dans la première circonscription pour y accueillir un candidat, Hassan Boukhalifa. Bonsoir Hassan.
Bonsoir mon cher Christophe, bonsoir chers amis auditeurs de France Maghreb 2, bienvenue à Nîmes. Alors, première circonscription donc du Gard. Pourquoi Hassan Boukhalifa avez-vous choisi, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie, pourquoi as-tu choisi de te présenter dans le Gard? Pourquoi cette élection législative? Quel est le combat que tu entends mener? Alors tout d'abord, le Gard et moi, c'est une longue histoire puisque je suis fils et petit-fils de mineurs de charbon à Alès. Mon grand-père, Mohamed Saïd Boukhalifa, a travaillé au puits Fontane et d'Estival. Pour celles et ceux qui sont dans le Gard et qui peut-être nous écoutent ou même ailleurs et qui connaissent cette belle région d'Occitanie, ce beau département du Gard, savent qu'il y a une histoire ouvrière minière dans le Gard. Donc mon grand-père était mineur de charbon ici. J'ai une grande partie de mes attaches familiales à Alès, à peine une trentaine de kilomètres de Nîmes. Et c'est vrai que l'année dernière, beaucoup d'amis, de connaissances, de sympathisants qui connaissent un peu mon parcours politique, notamment à Marseille lors des dernières élections municipales, aux primaires socialistes, hein, vous êtes au courant de ce qui a pu m'arriver, notamment avec mes ex-camarades socialistes, notamment l'ex-ministre socialiste Marie-Arlette Carlotti, que j'ai dû attraire devant les tribunaux correctionnels pour des injures publiques à caractère racial. C'est vrai que ces personnes que je connais depuis la tendre enfance, puisque je viens dans le Gard depuis tout petit, dans ma famille, m'ont demandé de venir m'installer à Nîmes pour justement essayer de changer les choses, en sachant que moi je ne suis pas un homme politique, je suis avocat international et vous avez l'habitude de m'entendre sur les ondes de France Maghreb 2 dans mon émission juridique. Et c'est vrai que ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui soit libre, qui soit un homme de la société civile et qui n'aura, si vous voulez, qu'un seul objectif dans ce monde politique des fois un peu pourri, il faut bien le dire et peut-être qu'on y reviendra, de quelqu'un qui va défendre leurs intérêts tout simplement et qui ne cherche pas un poste, parce que moi je ne fais pas de la politique, si vous voulez, pour occuper un poste et avec toutes les rémunérations et avantages qui viennent avec, mais quelqu'un qui a réussi déjà, si vous voulez, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, et qui souhaite être au service exclusif de mes concitoyens. Donc ce département du Gard et cette première circonscription, en effet, vous l'avez dit, recouvre une partie de la ville de Nîmes et surtout les quartiers populaires complètement abandonnés, laissés en friche, j'allais dire, par les différents pouvoirs publics, qu'ils soient socialistes ou de droite, hein, puisqu'il s'agit des quartiers de Val-de-Gour, de Pissevin, de Chemin-Bas d'Avignon, que beaucoup connaissent et qui véritablement sont dans un état de délabrement et d'abandon avancé. Les pouvoirs publics n'y mettent quasiment plus les pieds, ils ne travaillent plus pour ces quartiers. Je ne vous parle même pas de la non-présence policière au quotidien, et c'est flagrant si vous allez à Pissevin notamment, qui est un quartier de parcs d'immeubles avec plus de 15 000 personnes qui y sont entassées. Bien évidemment, vous l'aurez deviné, la plupart de confession musulmane et d'origine maghrébine ou noire africaine. Et c'est vrai qu'ils sont complètement délaissés, mais j'ai aussi dans ma circonscription un certain nombre de noyaux villageois, donc de petits villages français où vous avez bien sûr une forte concentration de personnes âgées, de personnes retraitées qui demandent aussi qu'on soit à leur écoute. Et puis nous avons, j'allais dire surtout, symboliquement en tout cas, la ville de Beaucaire, qui est cette ville dont le maire est issu du Front National, Julien Sanchez, et le candidat du FN n'est autre que le directeur de cabinet du maire de Beaucaire, Monsieur Gillet, pour ne pas lui faire de la publicité, et vous avez également le suppléant qui est le maire de Beaucaire lui-même, et c'est ce duo de politique du Front National mène la vie dure depuis qu'ils ont été élus aux dernières municipales de 2014, notamment à une frange de la population beaucairoise, les commerçants, et la réalité c'est qu'ils mènent la vie dure surtout aux commerçants d'origine maghrébine. J'en veux pour preuve le procès que les commerçants de Beaucaire font à la municipalité depuis 2014 à l'occasion justement du Ramadan, et nous sommes en plein dedans puisque la mairie de Beaucaire, le maire de Beaucaire sort à chaque fois depuis 2014 un arrêté municipal juste avant le début du Ramadan pour interdire
aux commerçants beaucairois, bien évidemment ce sont les commerçants maghrébins qui sont visés, d'ouvrir à heure tardive pendant la période du Ramadan. Alors bien évidemment dans la régie municipale on dit pas que c'est la période du Ramadan, mais on va dire de telle période à telle période, il est strictement interdit d'ouvrir les commerçants à heure tardive. Et d'ailleurs les commerçants, je le répète, ont mené et continuent de mener des actions judiciaires contre, si vous voulez, ce qui symbolise dans le Gard, et tout le monde le sait ici à Nîmes, l'exclusion, le racisme, l'islamophobie, que sont donc le maire de Beaucaire, monsieur Julien Sanchez, son directeur de cabinet, qui est actuellement le candidat à la députation dans la première circonscription du Gard, monsieur Johan Gillet. Donc voilà, c'est une circonscription où il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux locaux, avec des cités françaises complètement abandonnées par les pouvoirs publics, qui sont repliés sur eux-mêmes, qui n'ont aucun accès à l'emploi, qui n'ont aucun accès, si vous voulez, aux services publics, comme on le connaît dans beaucoup de quartiers des grandes villes. Et puis vous avez ces noyaux villageois, où vous avez également des personnes qui attendent justement qu'un député les représente dignement à l'Assemblée nationale, contrairement à celle qui aujourd'hui est la députée sortante, peut-être qu'on en parlera, madame Françoise Dumas, qui a 3 jours du premier tour des élections présidentielles a annoncé qu'elle soutenait Emmanuel Macron par opportunisme, et aujourd'hui on l'appelle la candidate du recyclage. Donc face à tous ces candidats, je suis le candidat, si vous voulez, de la majorité présidentielle, un candidat libre, indépendant, qui saura voter un certain nombre de textes de loi si je suis élu présenté par la majorité, mais qui saura être aussi critique vis-à-vis notamment des différents projets de loi qui seront soumis à l'Assemblée nationale par la majorité actuelle et par le président Emmanuel Macron. Hassan Bourkhalifa, en une question, parce que ça va très vite. T'es un avocat, ça se sent, ça se voit. Et t'as le fer de la politique qui entre en toi, mon cher ami Hassan. Hassan Bourkhalifa, c'est bien ça. Donc tu y vas en candidat libre avec donc la majorité présidentielle. 2 questions en une. Pourquoi il faut voter Hassan Bourkhalifa, et quelle est la mesure qui te tient le plus à cœur et que tu entends emmener jusqu'à l'Assemblée nationale? Alors, il faut voter Hassan Bourkhalifa parce que je suis le véritable candidat du renouveau. Vous savez, j'ai suivi notamment Emmanuel Macron depuis plus d'1 année, contrairement à la députée actuelle sortante qui est socialiste et qui a renié son parti, qui est Pro-Valls, qui est une valsiste connue ici dans le département, et qui a, encore une fois, à 3 jours du premier tour, par opportunisme politique, a décidé de soutenir Emmanuel Macron, qui a trahi le PS, qui a trahi Benoît Hamon, et qui n'a absolument rien fait pendant 5 ans pour ses administrés. Je veux être le candidat du renouveau politique, le candidat qui saura faire avancer un certain nombre de mesures pour les concitoyens de ma circonscription, avec les enjeux politiques que je vous ai dit, avec des populations qui sont complètement abandonnées, qui ne se reconnaissent plus dans la politique classique traditionnelle, qui ne se reconnaissent plus bien évidemment dans les candidats des différents partis politiques que vous connaissez, les Républicains, encore moins le Front National, et même le Parti Socialiste, et même, j'allais dire, les Insoumis, parce que les Insoumis, bien évidemment, profitent un peu de ces voix des concitoyens qui sont notamment d'origine maghrébine ou noire africaine, qui leur promettent monts et merveilles, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ne font absolument rien. Et ce qui me tient particulièrement à cœur dans cette circonscription du Gard, dans cette première circonscription où j'ai l'honneur de me présenter, et j'espère dimanche franchir le cap du premier tour et être présent le 18 juin, et puis gagner cette circonscription, c'est 2 points essentiels. Premièrement, désenclaver les quartiers populaires qui sont complètement abandonnés, y mettre des services publics, donc faire appel à l'État et aux différentes collectivités locales pour réinvestir ces territoires qui doivent être des territoires de la République française et qui aujourd'hui sont dans un état lamentable. C'est mettre le projet Henri II pour la rénovation urbaine dans ces quartiers populaires. Et puis deuxièmement, j'allais dire, c'est un but qui est politique, c'est de dégager le Front National de ces terres du Gard, qui sont des terres ouvrières, qui sont des terres, comme je vous l'ai rappelé, minières, qui comportent en son sein des noyaux villageois, des retraités, qui aujourd'hui peut-être s'abandonnent au vote FN, parce qu'encore une fois, vous savez, le vote FN s'amplifie sur le terreau des difficultés économiques et des difficultés financières, mais qui ne présente absolument aucun projet crédible. Et on l'a vu lorsque Marine Le Pen a fait ce débat contre le président Macron, où on a vu qu'économiquement elle était nulle. Et ben, ces représentants dans le Gard brassent du vent
il brasse des idées extrémistes, des idées d'exclusion, des idées racistes, du rejet de l'autre, des idées contre notamment les musulmans gardois, les musulmans nîmois et ceux de Beaucaire notamment. Et donc moi je veux leur apporter une alternative et leur dire voilà un candidat libre que je suis, un candidat certes de la majorité présidentielle, mais je serai un candidat et un député s'il est élu qui sera très très rigoureux et qui sera attaché aux défenses des plus démunis et des plus pauvres dans cette circonscription. Merci Hassan. Juste en un mot, ça a voté comment là pour les présidentielles dans ta circonscription? Qui est arrivé en tête? Alors au premier tour de ma circonscription, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête avec 40% des voix. Et au deuxième tour, c'est Emmanuel Macron quand même qui est arrivé en tête, mais avec à peine 52% des voix. Donc ça va être extrêmement difficile. C'est un combat que j'ai choisi dans cette circonscription qui est un combat extrêmement difficile. Mais vous savez, j'adore les combats difficiles parce que rien n'est insurmontable. On peut gagner. Je fais en sorte avec mon équipe sur le terrain depuis le mois de janvier, et vous le savez, et tu le sais mon cher Christophe, pour que on puisse réunir les conditions d'une victoire. Ouais. Donc j'appelle celles et ceux qui votent dans cette première circonscription du Gard, Val-de-Gour, Pissevin, Chemin Bas d'Avignon, Beaucaire, Bellegarde, Bouillargues, Quessargues, Garon, Fourques, Jonquière, Saint-Vincent, de se lever dimanche, d'aller voter parce que c'est un devoir civique et je dirais c'est un droit que vous avez et c'est un devoir que vous devez utiliser. Le bulletin est une arme que vous devez utiliser pour que justement la République dans cette circonscription soit représentée dignement par un homme qui a réussi dans sa vie, qui est avocat international, qui est un fils d'ouvrier, qui saura porter votre voix lors de la prochaine mandature pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Hassan Boukhalifa, pas de chance évidemment pour ce dimanche. Merci mon cher Christophe, je vous tiendrai au courant et je salue nos auditeurs, je leur souhaite un bon ramadan, Sahar Ftorkom, Sahar Fadornoun, et à très bientôt, je l'espère, en tant que député de la République française. Merci. Merci beaucoup Hassan, et on espère vous reparler la semaine prochaine, cela voudra dire que vous êtes au second tour. Bon, absolument, on l'espère. Salut Hassan, merci beaucoup. Tiens, bah ça va pas tarder les gars, donc on refait un petit peu le comment dirais-je, le fil de ce qui s'est passé cet après-midi, Notre-Dame de Paris. Donc un assaillant qui a donné des coups de marteau à un policier blessé, l'assaillant maîtrisé, on a retrouvé sur lui donc ce fameux marteau, puis de couteaux, on a bouclé le quartier, BFM TV nous annonce que l'assaillant en question est un étudiant algérien, et voici qu'est venu donc que cet assaillant a reconnu être un soldat de Daesh. Voilà. Il est venu le temps des cathédrales. Voilà. Donc ça y est, l'affaire est vite bouclée finalement. Attaque terroriste, soldat de Daesh qui a voulu blesser un policier avec un marteau. Mais il n'y a pas d'expertise psychologique pour ce genre d'individu, parce que en fait c'est à la mode aussi. Il y a pas mal de gens qui ont une vie un petit peu exécrable et misérable et qui suivent l'actualité des médias et qui vont dire bah tiens, je vais être un soldat de Daesh comme ça. Du genre, c'est une sorte de nouvel élan, mais ça veut pas forcément dire qu'ils ont des vrais liens avec voilà. En plus, les liens ils doivent être difficiles à entretenir entre la France et la Syrie là-bas. Je sais pas, c'est compliqué tout ça de tout ce. Bon, aussi, ça t'étonne pas non plus. Ça m'étonne pas, mais maintenant le plus important c'est pas de savoir si la personne elle se reconnaît de Daesh, c'est si Daesh elle le reconnaît. Ouais, c'est ça. Déjà, ça non, c'est mais plus important. Daesh est opportuniste. Oui, mais les spécialistes, comme ils disent les chaînes de télé, mais les vrais, pas les faux, pas les pseudo spécialistes. Ils savent très bien qu'il y a une manière de comment on dit quand ils portent le nom, quand ils disent que c'est eux qui l'ont fait en fait. Daesh. De revendication. Voilà, la manière de revendiquer, ils ont des manières spéciales, Daesh, Al-Qaïda, qui leur sont propres à chacun, et que souvent ce qui arrive là, finalement c'est pas trop revendiqué de leur part, ou revendiqué d'une manière bizarre sur des sites qui sont pas à eux. Tu vois, c'est la période la plus opportuniste. Exactement. Après, je pense allez, on enchaîne les gars, parce que je crois qu'on va en avaler pendant un petit moment de cette histoire, avec le j'aime ou j'aime pas. J'aime pas ou lol les gars aussi. Et les coups de cœur on a fait. Non, ils arrivent. Ah oui, t'inquiète. Laurent Ruquier, l'animateur de On n'est pas couché, regrette d'avoir voté pour Mélenchon. Je me sens cocufié et trahi, a-t-il dit. On n'aime pas. Je m'en fous. On s'en fout, ouais, mais je me dis c'est bizarre quand même. Déjà pourquoi le dire?
J'ai l'impression qu'il a même pas voté pour lui en vérité et que là il essaie de casser du sucre pour faire genre ne votez pas pour lui. Ouais. Moi je l'ai fait et je regrette. Ça c'est pas beau ça, Laurent. Ok, je suis désolé, c'est pas beau. Le secret de Zidane, il fait ce qu'il savait faire de mieux autant de joueurs, c'est-à-dire transmettre estime qui d'ailleurs, qui a parlé de Zidane en des propos aussi élogieux. Qui aurait pu dire ça d'après vous? Hakim? Non, pas du tout. Non, pas Hakim. Pas Hakim Rahal. Un certain Didier Deschamps. Ah ok. Ah Dédé. Didier Deschamps, je me suis dit bon. Ouais. Bon. Dédé. Ok. On aime, on n'aime pas les propos de Deschamps. On aime, bien sûr. Ouais. On aime, c'est des poteaux. Pour Israël, la rupture avec le Qatar ouvre la voie à une coopération. Avec Ah, c'est pas précisé, avec les pays évidemment qui sont derrière à l'initiative, à la manœuvre. Voilà. J'aime dans le sens où ça va mettre en lumière les vrais visages de beaucoup de dirigeants et de systèmes qui sont là-bas. Badr, mon fiche. Très bien. Le Drian, avant d'avoir été à Londres hier, il était en Tunisie où il a assuré la solidarité française en matière de terrorisme aux Tunisiens. Ouais, qu'il les laisse tranquilles, franchement, la France, elle devrait s'occuper de la France et qu'elle laisse. C'est fini les colonies, hein. Vraiment, faut leur dire. Moi, j'aime pas toutes ces ingérences de la France partout. On dirait déjà d'une, elle est dans la merde, elle arrive même pas à gérer son propre pays. Et elle va donner des leçons à des pays d'Afrique. Ils ont décidé d'une indépendance. Aujourd'hui, ils sont en train de se remettre sur la route. Ils ont besoin de personne. S'ils veulent apprendre contre le terrorisme, ils peuvent apprendre à côté, par exemple avec l'Algérie, sans faire le nationaliste, qui a très bien prouvé il y a quelques années comment ils ont lutté contre le terrorisme. On approuve, on n'approuve pas. En tout cas, ça a porté ses fruits. En France, il y a toujours des actes terroristes. C'est qui le bon exemple pour montrer comment lutter contre le terrorisme, etc. Je crois pas que c'est la France. Mon cher Badr, le Ramadan est un mois de prière et de repentance. Oui. Pourtant, certaines scènes que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu ces scènes absolument assez monstrueuses de deux femmes qui se battent à coups de sabre dans les rues de Casablanca. J'en ai entendu parler. Non, j'en ai entendu parler. J'ai pas regardé ça, mais toute l'actualité des réseaux sociaux pendant le Ramadan. D'ailleurs, j'ai déconnecté mon compte Facebook parce que c'était lamentable. Donc j'ai fait un break. Ah oui. Parce que les gens s'ennuient, donc ils partagent tout un tas d'imbécilités et jamais de quelque chose de concret. En tout cas, des femmes qui se battent à coups de sabre dans les rues de Casablanca pendant le Ramadan. Voilà. Il y a eu des blessés graves. Je te cache pas que j'ai fait la même chose. Avant les élections législatives et le Ramadan, j'ai dit écoute Facebook, on va laisser. Ah, j'ai compris que tu t'étais battu au sabre toi. Non. Ah ok, j'ai peur. Kill Bill. Mais vraiment parce que c'est lourd à force. C'est lourd, ça devient négatif et c'est stressant. Et c'est dangereux, on va pouvoir revenir sur un point. C'était le j'aime ou j'aime pas. On y va les gars parce qu'on est un petit peu en retard avec les coups de cœur. Jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors monsieur Sinra, c'est quoi ton coup de cœur? Oui, on va commencer par toi. On échange. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas prêt. Ah bah oui. Ok, je me prépare 2 minutes. On laisse Badr alors. Non, c'est bon, t'inquiète. Vas-y. Alors moi, je voulais parler de Mansa Moussa. Alors, l'empereur malien Moussa Keïta est considéré comme l'une des personnes les plus riches de tous les temps. Sa fortune est décrite par certains historiens comme incompréhensible. Moussa Keïta, aussi connu sous le nom de Mansa Moussa, a vécu de 1280 à 1337 et a régné sur l'empire du Mali. À cette époque, le Mali produisait la moitié de l'or et du sel dans le monde. Aujourd'hui, la valeur nette de cet empereur est estimée à 400 milliards de dollars. Son empire s'étendait sur les territoires actuels de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, la Guinée-Conakry, du Burkina, du Mali, du Niger, du Nigeria et du Tchad. En 1312, Moussa est devenu roi après la mort de son prédécesseur Abou Bakr II. Les historiens déclarent qu'au cours de son pèlerinage, Mansa Moussa a parcouru les villes de Tombouctou et Gao et les a rajoutées à son empire. Mansa Moussa était le premier dirigeant musulman en Afrique de l'Ouest à avoir parcouru plus de 6000 km afin de se rendre à la Mecque. Lors de son arrêt au Caire, en Égypte, l'empereur a donné tant d'or qu'il a causé une brève diminution de sa valeur. Le marché aurifère du Caire s'est rétabli plus d'une décennie plus tard. Mansa Moussa semblait accorder peu d'importance à la richesse matérielle. À son retour de la Mecque, il a ramené des savants arabes, des bureaucrates et des architectes. L'architecte Ishaq el-Dejin, revenu avec lui, a introduit des techniques avancées de construction au Mali. Il a conçu de
de nombreux bâtiments pour Moussa Keïta, y compris un nouveau palais nommé Madagou, la mosquée de Gao et la grande mosquée de Tombouctou, toujours présente à ce jour. Le pèlerinage de Mansa Moussa a stimulé l'éducation islamique au Mali, en y ajoutant des mosquées, des bibliothèques et des universités. La prise de conscience de Moussa Keïta a fait augmenter le commerce et les érudits, les poètes et les artisans, faisant de Tombouctou l'une des villes les plus importantes du monde islamique. Mansa Moussa a apporté la paix et la prospérité à son peuple parce qu'il a su comprendre la valeur de la culture et de l'éducation. Il n'a pas vécu dans l'insularité, il s'est déplacé dans le monde en coopération pacifique. 680 ans après sa mort, Mansa Moussa 680 ans après sa mort, Mansa Moussa reste un modèle de leadership. Beaucoup de dirigeants actuels pourraient s'inspirer de cet empereur et de sa vision. Je voulais juste rappeler que les témoignages de son grand voyage sont présents dans plusieurs sources orales et écrites. Tous les faits historiques disponibles sur l'Empire du Mali viennent essentiellement des écrits des savants arabes qui ont fait un voyage dans les contrées sahéliennes. Al-Oumari, Abu Saïd Othman Ad-Doukali, Ibn Khaldoun et Ibn Battuta bien sûr pour les prioritaires. Je voulais aussi dire que voilà l'histoire importante de la dévaluation de l'or lors de son voyage à la Mecque, c'est super important. Il faut savoir que il donnait tellement sur sa route et dépensait tellement d'or et vu sa richesse, il achetait tellement de choses que sur sa route, l'argent dévaluait en fait dans les pays. Et au Caire, ça a duré plus de 10 ans. Et juste une question. Où il a amassé toute cette fortune? Eh ben en fait, faut lire un peu plus longtemps. Faut savoir que le Mali, c'est un des premiers producteurs d'or à l'époque okay. déjà. 30 secondes Bad pour ton coup de cœur. Excuse-moi. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Merci à tous. Ok. J'ai que 30 secondes? Ouais, j'ai 30 secondes, je suis désolé. Non, désolé. On va faire un peu plus longtemps. Non, donc je voulais mon coup de cœur, c'est mon fils et je voulais l'encourager parce que il a traversé une petite période un petit peu olé olé où il était pas très sérieux à l'école et que son ambition à lui première c'est de devenir footballeur. Ouais. Et hier il a fait une détection. Ouais. Il m'a régalé. Ouais. Et il m'a épaté, donc je voulais lui faire je lui ai écrit un petit texte et je voulais lui rendre hommage. Mon fils est une étoile, c'est une constellation. Alif n'a pas d'égal, pour moi il meurt de compassion. Mon fils rêve du Real, il est de ceux qui ont de l'ambition. Alif est un régal, il aura donc son piédestal. Mon fils en quête du Graal, je suis son plus grand fan. Alif est magistral, il force l'admiration. Voilà, bisous mon fils. Merci Badr, merci beaucoup Badr. Merci aussi, merci les gars. Merci à toi Christophe. Et à très vite dans un instant. À tous. Ciao. Par l'islam, et avec le docteur Ahmed Jaballah, qui sera avec nous dans un instant pour répondre à vos questions pour le Par l'islam spécial Ramadan en ce 11e jour de Ramadan.